aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous retrouve pour vous parler d'un seul livre qui est, je vous demande tout de suite, Écarlate de Hilary Jordan. Peut-être que vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos Zoom ou de mes autres vidéos d'ailleurs, et que donc vous avez deviné qu'on va pas être sur un livre très léger avec un sujet sympathique et fun. Non, 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 on est sur une bonne grosse dystopie féministe, parce que pour que j'aime réellement un livre et pour que j'ai tellement de choses à dire sur un livre que je décide de lui consacrer une vidéo, il faut pas que ce soit fatalement un sujet triste, mais il faut que ce soit un sujet qui me touche, un sujet d'actualité, un livre qui me fait réfléchir, qui m'apporte plein de questions, parfois des réponses, qui me fait me remettre moi-même en question, et qui me fait comprendre des choses sur moi-même, sur la société dans laquelle je vis. Donc fatalement, on aborde des bons gros sujets de société, type féminisme, racisme, homophobie, enfin voilà, qui sont pas spécialement joyeux. Et la manière dont c'est abordé ici est pas franchement joyeuse non plus. Je l'ai dit, on est dans une dystopie, donc c'est un monde... j'espère pas futuriste, hein, en clair. On est dans un monde où, peu importe le crime que tu as commis, tu es condamné à une peine d'enfermement, enfin un truc d'isolement en fait, où tu ne vois personne, mais genre vraiment personne, hein, on te nourrit par une trappe, enfin voilà, c'est pire que la prison en fait. Et puis ensuite on te relâche, sauf que ça va pas être si facile que ça, puisque on a teint ta peau d'une certaine couleur qui donne aux gens qui t'entourent et qui vont te croiser dans la rue et tout, une idée du genre de crime que tu as commis. Donc voilà, il y a du bleu, du rouge, du vert, voilà. Avec le titre, on s'en doute, notre héroïne qui s'appelle Anna et qui doit avoir une vingtaine d'années, c'est pas précisé, je crois, est teinte en rouge, hein, voilà. Donc le rouge, c'est, je crois, ce qui correspond au pire crime de tous les temps. Enfin, c'est du genre des meurtres, des tueries, des attentats, enfin des bons gros délires comme ça. Sauf que elle a été condamnée à être chromatée ou chromée, je sais pas quoi, je sais pas comment ils disent, en rouge pour avortement. Voilà, parce que dans ce charmant petit monde, l'avortement est considéré comme un meurtre. Une mini parenthèse, dès maintenant, je ne considère pas l'avortement comme un meurtre. D'ailleurs, je crois que Ninon de la chaîne Opaline avait posté un tweet qui avait fait débat à peu près au moment où j'ai lu ce livre. Je le sais parce qu'elle en a parlé dans son vlog, hein, parce que moi j'ai pas Twitter. Mais bref, dans laquelle la phrase qu'elle a dite, qu'elle a postée en tweet est exactement ce que je pense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui n'est pas vivant. Or, si tu n'as pas mis au monde un enfant, il n'est pas encore vivant, parce que jusqu'à preuve du contraire, la vie commence le jour de ta naissance. Donc, si tu mets un terme à la grossesse avant l'accouchement, fatalement, tu ne le tues pas. Tu l'empêches de vivre, ok, d'accord, mais tu ne le tues pas. Donc, ce n'est pas un meurtre. On va pas ici rentrer dans les débats de ouais, mais si tu avortes la veille de l'accouchement, de ce qui aurait été l'accouchement, évidemment. C'est aussi pour ça, c'est pour ce truc-là qu'il y a un nombre de semaines après lequel tu ne peux plus avorter, parce que tu te mettrais trop en danger et tu mettrais en danger aussi le fœtus si l'avortement échoue. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais bref, mon avis sur l'avortement, en gros, c'est ça. Et donc on suit Anna, qui, on la découvre dans le premier chapitre, elle est dans sa cellule chromatique, donc elle est enfermée pendant 30 jours, où elle ne voit personne, elle n'a au contact avec personne. En gros, c'est un peu un espèce d'isolement pour l'obliger à réfléchir à ce qu'elle a fait et à ce qui s'est passé. Et pendant tout le livre, on va... En fait, au lieu de l'aider à avancer, au lieu de l'aider à faire avec ce qu'elle a fait, parce que c'est pas parce qu'elle a choisi d'avorter et donc d'enfreindre la loi dans ce monde-là qu'elle le vit bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même mettre un terme à une grossesse. Ça reste quand même un acte compliqué à gérer pour une femme. Et dans notre monde actuel à nous, où l'avortement est légal et où on aide les femmes à prendre leurs décisions, à être sûres d'elles et à le faire de manière en sécurité, et pour leur santé et pour leur physique et tout, et pour ensuite avoir des enfants et pour qu'il n'y ait aucun dommage après l'avortement, c'est ça que je cherchais. On les aide autant psychologiquement que physiquement à aller de l'avant après cet avortement-là, alors que dans ce monde-là, absolument, pardon, pas son temps. Elle a culpabilisé, elle lui expliquait que ce qu'elle a fait c'est très mal, que c'est un meurtre, que ça se fait pas. À un moment donné, on lui montre on lui présente des personnes qui sont nées après une tentative d'avortement, qui ont des malformations, qui ont des conséquences et tout. Et en fait, on passe son temps à la culpabiliser, à lui expliquer que ça ne se fait pas, que c'est pas bien, que c'est pas juste et que c'est pas accepté par Dieu, parce qu'il y a une thématique extrêmement religieuse dans ce livre. Mais à aucun moment on lui dit que par exemple si c'était médicalement assisté l'avortement et légal, en fait ce serait encadré et donc il n'y aurait pas de risque que les enfants naissent après une tentative d'avortement, parce que ce serait médicalement assisté, enfin ce serait médicalement encadré et donc safe pour la femme en fait. Mais bref.
Et donc il y a pas mal de religions abordées là-dessus. Ce livre m'a d'ailleurs permis de me rendre compte que si aujourd'hui je ne suis plus du tout croyante, c'est-à-dire que même si je vais de temps en temps à la messe parce que ça m'arrive, parce que je suis obligée d'y aller, parce que si, parce que ça, enfin bref, je ne crois plus, je ne crois en aucun dieu, en aucune religion. Et une de ces raisons-là, c'est que je suis très pragmatique comme fille, mais ça c'est autre chose. Et l'autre grosse raison que j'ai découverte grâce à ce livre, c'est que la religion, alors je vais ici parler uniquement en connaissance de cause du christianisme, parce que c'est la religion à laquelle j'ai été éduquée. J'ai malgré tout reçu une éducation chrétienne, en fait, quand j'ai fait du caté, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, j'ai été à la messe, enfin voilà, pendant des années j'ai pratiqué tout ça. Mais en fait, la religion est très sexiste en fait. Enfin, je veux dire, le traitement des hommes et des femmes dans la religion, c'est juste dingue. Rien que les prêtres et les bonnes sœurs, il y a une différence mais monumentale entre eux. Face à la religion, une femme a toujours tort. Et c'est extrêmement bien montré ici. Un homme peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Je vais même pas parler du débat des prêtres pédophiles parce que là on atteint un sommet de sexisme monumental en fait, mais bref. Mais une femme n'a le droit de quasiment rien faire selon Dieu, selon la religion, parce que sinon c'est mal vu, parce que si, parce que ça. Et donc dans ce livre on suit principalement Anna, on même uniquement Anna, après son avortement. Elle revient sur un petit peu son enfance, la rencontre avec le père de cet enfant, parce qu'évidemment elle n'est pas tombée enceinte par le Saint-Esprit, hein. Dieu a beau exister dans ce monde-là, ça marche pas comme ça. Donc elle a quand même comment dire, elle a quand même eu des relations avec un mec pour tomber enceinte. Et donc il y a tout un débat d'ailleurs aussi autour du fait qu'elle refuse de dénoncer le père de son enfant. En fait, dénoncer le père de son enfant aurait allégé sa peine, mais elle refuse de le faire. C'est expliqué dans le livre et tout, c'est une très belle histoire vraiment. Et donc en fait, elle remonte dans son enfance et dans son adolescence et dans son éducation en fait qu'elle a reçue majoritairement religieuse pour revenir sur certains thèmes. Et en fait, on voit au cours du livre que tout au long de sa vie, elle n'a pas arrêté de poser des questions du style. Enfin, il y a notamment une question qui m'a particulièrement marquée et je me suis dit, mais oui, c'est ça, voilà, c'est sexiste, tu vois. Et donc elle passe son temps à poser des questions à sa mère et sa mère essaie de lui répondre. Sauf que une fois sur 10, elle lui répond clairement que la religion a raison et elle arrive à lui démontrer le pourquoi du comment, ce qu'elle lui dit de faire ou de dire ou de pas faire ou de pas dire est juste selon Dieu. 9 fois sur 10, elle n'a pas de réponse, elle n'a pas d'explication parce que c'est juste une inégalité pure et simple et qu'en fait, il n'y a pas de justification. Je vais vous donner un exemple parce que ce que je dis est très flou. C'est la question qui m'a le plus marqué dans le livre. C'est à un moment donné, elle se rend compte qu'on lui a appris à mettre des jupes longues, à pas montrer ses jambes, à garder les jambes fermées, à s'asseoir d'une certaine manière pour que personne n'ait accès à ce qu'il y a entre ses cuisses, aucun homme ne puisse voir, parce que si un homme voit, alors ça va le tenter, et si et ça, enfin bref, voilà. Encore une fois, si un homme est tenté, c'est la faute d'une femme, voyez-vous. Mais elle se dit, mais à aucun moment on a appris au mec à faire pareil, parce qu'à aucun moment on s'est dit que le fait qu'une jeune fille voie ce qu'il y a entre les cuisses d'un mec, ça pourrait peut-être... Ben non. C'est typiquement le genre d'inégalité, c'est-à-dire que si un mec est excité, c'est la faute de la fille qui a montré son entrejambe, mais si une fille l'est, c'est la faute de cette fille parce qu'elle est pervers, parce que si, parce que ça. Voilà, on est là face à typiquement un genre d'inégalité cautionnée et même bravée par l'église, genre démontrée, genre ouais c'est comme ça et pas autrement, alors que en fait non, enfin voilà. Il y a plein d'inégalités comme ça qui sont montrées dans ce livre, j'ai vraiment adoré, c'est super bien écrit, c'est vraiment très bien amené, on y parle aussi d'homosexualité. Et il y a la fameuse question qui pour moi, en fait c'est la question à laquelle personne n'a de réponse, aucun religieux et aucune personne croyante ne m'a répondu à cette putain de question. C'est, alors je vais englober ici plein de sujets, que ce soit le suicide, l'homosexualité, le fait d'avoir des rapports hors mariage, enfin tout ce que vous voulez vraiment. Il y a, quand tu fais ce genre de truc, quand tu te suicides ou quand tu es homosexuel, parce que c'est les deux trucs principaux que Dieu apparemment réunit, on te dit non, c'est pas bien, c'est pas religieux, Dieu il veut pas que tu fasses ça. Ma question face à ça, c'est si Dieu il ne veut pas que je fasse ça, pourquoi il me permet de me suicider, pourquoi il me donne l'envie de me suicider, ou pourquoi il m'a fait homosexuel. Enfin je veux dire, à un moment donné, voilà, Dieu est censé être bienveillant, tout ce que vous voulez, mais pour ces deux trucs-là, et plein d'autres évidemment, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Enfin je veux dire, pourquoi il t'a créé comme ça? On se met dans un contexte où Audrey, moi, croit en Dieu, en n'importe quel Dieu, tout ce que vous voulez, toutes les religions, je suis très croyante, je vais à la messe, tout ce que vous voulez, enfin voilà, je suis croyante, dans un monde magnifique, je suis croyante. Dans ce monde-là, je suis croyante, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu te crée comme ça, puis te dit d'aller contre ça. Enfin, genre, pourquoi il t'a créé homosexuel et puis il te dit non, c'est pas religieux, ça va pas du tout, et tu peux pas être homosexuel, tu dois renier tout ça.
pourquoi? C'est quoi le délire? Enfin, je veux dire, mon de merde. Pourquoi il te pousse à la tentation de commettre l'acte irréparable, de coucher avec quelqu'un sans être marié à cette personne? Et puis ensuite, il te dit, bah non, ça va pas, c'est pas possible, tu dois t'en vouloir et tout. Pourquoi il l'a fait tomber enceinte alors que c'est clairement impossible qu'elle ait cet enfant dans ce monde-là? Enfin, je veux dire, en fait, on lui fait croire que avorter, c'est la pire chose qu'elle a pu faire, alors que si elle avait eu cet enfant et si elle avait dit qui était le père de cet enfant, ça aurait été encore pire pour elle. Et voilà, à aucun moment on lui dit qu'elle a bien fait en fait. Je dis pas que c'est positif d'avorter, je dis pas que c'est un bon, que qu'on doit féliciter les femmes qui avortent, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'elle en a eu la possibilité, c'était pas légal mais elle l'a quand même fait, et selon le contexte et selon ce qui lui est arrivé et la manière dont ça s'est passé, et son entourage et tout ce que vous voulez, c'était la meilleure décision à prendre pour elle et pour le père aussi, même s'il n'a pas eu son mot à dire. Et voilà, en fait, c'est ça qui me dérange. Fondamentalement, c'est ça qui me dérange avec ceux qui sont anti-avortement et ceux qui disent que c'est un meurtre et blablabla. Ça veut dire que, allez, on va faire comme tout à l'heure, je me mets dans une situation où je suis d'accord avec eux. Où je suis d'accord que l'avortement est un meurtre. Mais ça veut dire que ça revient à imposer à une femme qui ne veut pas d'un enfant 9 mois de grossesse, ça veut dire 9 mois de sa vie au cours desquels elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas agir comme elle veut, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas faire la fête, elle ne peut pas faire du sport autant qu'elle le veut parce qu'elle est enceinte, euh, sans compter l'accouchement et le délire, de la douleur et tout, alors que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. On va imposer ça à une femme pendant 9 mois alors qu'elle ne veut pas ça. Et c'est ça qui me dérange, fondamentalement ça qui me dérange avec le fait de ne pas autoriser l'avortement, ça revient au fait qu'on impose ça euh, aux femmes en fait. Alors oui, je sais, vous allez me dire en même temps, à un moment donné, si elle a couché avec un mec sans se protéger, bla bla bla, tout ce que vous voulez. Ok, d'accord. À ça, j'ai deux réponses. La première, c'est encore une fois, on est face à une inégalité parce que l'homme aussi en question a couché avec cette femme sans aucune protection, mais il n'a aucune conséquence physique directe sur lui. Il n'a aucune décision à prendre par rapport à son corps, par rapport à sa vie, par rapport à ces 9 fameux mois qu'elle va vivre et pas lui, en fait. Et la deuxième, c'est que c'est pas forcément issu d'une relation consentie. Enfin, je veux dire, on parle même pas du viol, mais enfin voilà, si elle n'a pas voulu coucher avec cette personne, si c'est un viol et si c'est une agression, elle n'y est pour rien, en fait. Et donc non seulement on lui a imposé un viol, mais en plus on lui impose de mettre au monde l'enfant de son violeur. Enfin, on entre dans des débats complètement aberrants pour moi. Et la réponse, c'est juste de lui donner l'opportunité de peut-être avorter si elle en a envie. Peut-être qu'une femme violée n'avortera pas. C'est son choix. Mais je veux qu'elle ait le choix en fait. C'est ça qui me dérange avec l'anti-avortement, c'est qu'on ne laisse même pas le choix à cette femme. Alors que le gars, il s'en bat les couilles, il a juste à lui dire bah, dans la faute, démerde-toi. C'est pas le cas ici. Hein. Le gars lui dit pas démerde-toi. D'ailleurs, le gars aurait bien aimé avoir son mot à dire. Mais c'est comme ça, enfin je veux dire voilà. J'ai vraiment adoré ce livre, je pourrais en parler littéralement pendant des heures. Mais voilà, c'est extrêmement bien abordé, c'est extrêmement bien écrit, c'est une super histoire. J'ai mis du temps à le lire parce que comme chaque livre qui me touche et qui me éveille en moi des souhaits militants, j'ai mis du temps à le lire. Il est quand même assez long, il fait plus de 400 pages, mais il se lit très bien, c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. La religion n'est pas étouffante et j'avais peur avec ça, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais j'avais acheté ce livre là parce qu'il avait été proposé justement par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline ou Cyrielle, je crois que c'est ça, de Tête à Tête. Je suis pas sûre du nom de sa chaîne parce qu'elle a changé et tout. Mais voilà, elles tiennent ensemble le club de lecture Une chambre à nous, qui est un club de lecture féministe. Et donc tous les 2 mois, elles proposent chacune une lecture. Donc ça fait 2 lectures pour les 2 mois. Et donc pour je sais plus quelle session, une des deux, je sais plus qui d'ailleurs, a proposé celui-ci. Je l'avais acheté, je l'avais pas lu. Ça fait des mois et des mois maintenant. Hein. Et puis là, je me suis décidée à le lire. Voilà. Je vous mettrai en barre d'informations les liens de leurs 2 vidéos pour la session en cours. Je vois pas l'intérêt de vous mettre le lien pour celui-ci, puisque la session est finie. Mais voilà, je vous mettrai les liens pour la session du club de lecture et donc des lectures communes qui ont cours au cours de ces mois-là en fait. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez aller vous regarder c'est quoi la lecture et tout, même si je suppose que vous connaissez au moins l'une des deux booktubeuse. Bref, je m'arrête là parce que sinon je peux parler de ce livre pendant littéralement des heures, comme je l'ai dit. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a vraiment donné envie de lire ce livre, ou d'autres livres qui parlent du sujet du féminisme, de l'égalité, enfin de ce que vous voulez. Mais voilà, je trouve que c'est un sujet important et que tant qu'à lire beaucoup, autant lire de temps en temps des lectures un peu plus compliquées, qui font réfléchir. J'ai rien contre la chick lit et contre les trucs légers, j'en lis aussi. Mais je trouve que de temps en temps, c'est important de lire des livres comme celui-ci qui abordent des thèmes
aussi important et toujours actuel malheureusement. La vidéo est beaucoup plus longue que prévu, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.